Los Angeles, 3 décembre 2015. Le Microsoft Theater est juste plein à craquer. L'ambiance classique des Game Awards, en fait. Voilà. L'atmosphère est électrique, c'est vraiment la grande messe annuelle de l'industrie du jeu vidéo. On annonce le prix du meilleur jeu d'action et d'aventure, et c'est Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain, qui gagne. Une victoire totalement méritée pour le coup. Absolument. La caméra cherche frénétiquement Hideo Kojima dans la salle, le créateur légendaire du jeu. Mais, il n'y est pas. C'est l'acteur Kiefer Sutherland qui monte sur scène, le visage complètement fermé, pour récupérer le trophée. Et là, il y a ce moment de flottement. Exactement. Le présentateur, Geoff Keighley, s'approche du micro, son ton est super grave. Il annonce publiquement que M. Kojima avait l'intention d'être présent, mais qu'une armada d'avocats représentant Konami, donc l'éditeur du jeu, lui a formellement interdit de s'y rendre. C'est d'une violence inouïe pour ce genre d'événement. Un silence de mort s'abat sur la salle. Et puis c'est très vite remplacé par une vague de huées viscérales. Cette foule, elle ne eut pas un cadre dirigeant anonyme. Elle eut la fin d'un mariage de presque 30 ans entre l'art et l'industrie. Ouais, la rupture définitive. Et c'est précisément ça qu'on va décortiquer aujourd'hui. On s'appuie sur le dossier exhaustif de Blox News, sorti en mai 2026, la série Goldmaster. Un dossier sobrement intitulé « Le divorce perdant ». Un titre qui résume bien l'affaire. Totalement. L'objectif de notre enquête, c'est de comprendre comment Hideo Kojima et Konami se sont mutuellement détruits. Et surtout, ce que cette rupture révèle sur le conflit éternel entre la vision artistique et la rentabilité financière. Ce qui est fascinant ici, c'est que cet incident public, ce n'est pas un simple conflit de ressources humaines. C'est vraiment l'aboutissement toxique d'une collaboration de 29 ans qui a littéralement redéfini l'industrie culturelle. Ouais. Pour comprendre l'onde de choc de ces huées en 2015, il faut impérativement remonter aux fondations. Réaliser en fait l'ampleur du statut de Kojima au sein de Konami. On parle d'une autre époque, là. Complètement. Retour en 1986. Kojima a 23 ans. Il arrive dans une entreprise japonaise très industrielle, qui est axée sur les bornes d'arcade. Donc le but, c'était vraiment d'avaler les pièces de monnaie des joueurs. Exactement. Et en 1987, on lui confie le développement de Metal Gear sur l'ordinateur MSX2. Sauf que la machine, elle est techniquement hyper limitée. Elle ne peut pas afficher beaucoup d'ennemis ou de balles à l'écran. C'est ça. Au lieu de faire un jeu de tir frénétique, Kojima fait un choix artistique radical. Puisqu'on ne peut pas combattre, on va se cacher. C'est l'invention pure et simple du genre de l'infiltration. La réflexion plutôt que la force brute. C'est fou quand on y pense. Ouais, transformer une contrainte matérielle en concept de génie. Et ça culmine en 1998. La révolution Metal Gear Solid sur la première PlayStation. Le jeu devient une œuvre culturelle à part entière, des cinématiques dignes du cinéma, des réflexions philosophiques. Il y a même ce boss qui brise le 4e mur en lisant la carte mémoire du joueur. Psychomantis, un moment d'anthologie. Un truc de fou. Et c'est là qu'apparaît la fameuse marque de fabrique. Sur la boîte du jeu, il est écrit « An Kojima Game ». Son nom devient l'argument de vente principal. L'adage de l'époque, c'était vraiment « Kojima, c'est Konami ». C'est vrai que le nom du designer devenant une marque, c'était du jamais vu. Mais tu vois, je me disais en préparant cette exploration, je compare souvent Kojima au réalisateur de la nouvelle vague au cinéma. Quelqu'un qui impose sa signature d'auteur au milieu d'une industrie qui ressemble plus à une usine. C'est une excellente comparaison. Mais comment une entreprise industrielle japonaise a-t-elle pu tolérer et financer cette approche, on va dire, de diva créative pendant près de 3 décennies? En fait, tant que les profits suivaient, le statut d'auteur, c'était le meilleur actif de l'entreprise. Si on relie ça à une vision plus globale de l'industrie, tout le monde tolérait les coûts faramineux de l'innovation quand le marché des consoles régnait en maître. L'argent coulait à flot. Voilà, les marges étaient énormes. Mais le truc, c'est que l'économie du divertissement était sur le point de muter radicalement. Et voici où ça devient vraiment intéressant. On passe à la fracture. Le talent de l'auteur finit par se heurter de plein fouet au pragmatisme d'une nouvelle ère financière. Une vraie guerre froide en interne. Avec d'un côté, le PDG Kagemasa Kozuki qui commence à trouver que Kojima coûte trop cher et prend beaucoup trop de temps. Et de l'autre, le pivot vers le mobile. Le dossier Block News mentionne le jeu Dragon Collection. C'est un jeu mobile de Konami qui a coûté moins d'$1 million à produire. Et qui rapporte gros? Très gros. Il génère des marges colossales grâce aux microtransactions. Tu compares ça à Metal Gear Solid V. Kojima fait développer son propre moteur graphique, le Fox Engine. Le budget de développement dépasse les 10 milliards de yens. Ce qui fait environ 80 millions d'euros, c'est ça, hein? Ouais, 80 millions. Et sans compter le marketing. Selon le magazine Forbes, il fallait vendre 5 à 6 millions d'unités juste pour être rentable.
C'est un pari financier extrêmement risqué pour un seul produit. C'est là que je veux faire l'avocat du diable. Si on prend l'analogie d'un investisseur, il possède un restaurant étoilé Michelin. Le chef, c'est Kojima. C'est hyper cher à gérer, les ingrédients coûtent une fortune. Et le temps de préparation est infini. Exactement. Et soudain, l'investisseur réalise qu'il ferait beaucoup plus de bénéfices en vendant des burgers dans un fast-food franchisé, comme le jeu mobile. Kojima n'était-il pas, au fond, déconnecté de la réalité économique avec ses 90 millions d'euros? N'est-ce pas le rôle d'une direction de freiner ses dépenses folles? C'est vrai que le calcul financier de Konami était rationnel à court terme. N'importe quel comptable aurait conseillé le pivot vers le mobile. Mais là où ils ont eu tort, c'est qu'ils ont été totalement aveugles à la valeur culturelle. Ouais, l'impact de la marque. L'ironie suprême dans cette affaire, c'est que MGSV a généré 179 millions de dollars. Et ça, dès son premier jour de commercialisation. Attends, 179 millions le premier jour? Le premier jour. Et le jeu a franchi la barre des 6 millions d'unités début 2016. Donc il a été ultra rentable. La haute gastronomie, pour reprendre ton expression, eh bien ça payait. Cela soulève une question importante. Peut-on gérer la création artistique uniquement avec un tableur Excel? Vu la suite des événements, la réponse de Konami était oui. Parce que les révélations du journal Nikkei Business sur les conditions de travail en interne sont glaçantes. On parle de caméras de surveillance dans les couloirs juste pour surveiller les employés. Les fameuses caméras qui ne servent pas la sécurité. C'est ça. Des pauses déjeuner chronométrées. Et surtout, ces développeurs de génie qui sont jugés inutiles par la direction et qui sont mutés à l'entretien de la salle de sport ou même comme vigiles. C'est une pratique managériale japonaise très dure. On appelle ça isoler les employés près de la fenêtre pour les pousser à la démission. Et ça nous amène à la période de mars à décembre 2015. Ce qui aurait pu être une séparation à l'amiable devient une campagne d'effacement pure et simple. Un effacement systématique, oui. Dès mars, la mention Hideo Kojima Game est retirée de tous les supports de communication. Kojima Productions est démantelée. Et le studio est rebaptisé, attention, Unit 8. D'une froideur bureaucratique absolue. C'est terrifiant. L'équipe est rétrogradée au statut de prestataire externe. On leur coupe l'accès à Internet, on supprime leur courriel professionnel. C'est vraiment punitif. Et la purge continue. Avril 2015, c'est le drame Silent Hills. Kojima travaillait sur ce jeu d'horreur collaboratif avec le réalisateur Guillermo del Toro et l'acteur Norman Reedus. Et là, boum, le projet est brutalement annulé. Alors que le potentiel était immense. Mais c'est ça le pire. Ils avaient sorti PT, un playable teaser, une démo jouable terrifiante. Elle avait été téléchargée plus d'1 million de fois en un mois. Et Konami l'a retirée définitivement du PlayStation Store. On ne pouvait même plus la retélécharger si on l'avait déjà. Un effacement total de l'œuvre. Et là, il faut qu'on en parle. Pourquoi Konami s'est-il tiré une balle dans le pied en annulant un projet qui avait déjà conquis le monde avec une simple démo? Je veux dire, annuler un jeu coûteux, d'accord. Mais détruire PT, qu'est-ce que tout cela signifie au final? Pour Konami, il fallait purger le système. Il voulait rééquilibrer les finances après les excès budgétaires de MGSV. Mais c'était plus profond que ça. L'entreprise cherchait à prouver que l'institution était plus grande que l'individu. Rabaisser l'ego du créateur, en gros? Et exactement. Le problème, c'est qu'ils ont fondamentalement sous-estimé l'attachement émotionnel du public. La culture mondiale du jeu vidéo vouait un culte à ses œuvres. Du coup, le retrait de PT n'a pas été vu comme une simple décision commerciale. Ça a été perçu comme un véritable acte de vandalisme culturel. Un vandalisme qui nous mène directement aux conséquences de ce divorce, sur la décennie 2016 à 2020. Les deux parties empruntent des trajectoires radicalement opposées pour prouver qu'elles peuvent exister l'une sans l'autre. Et les chemins sont très, très différents. Commençons par Konami. L'après Kojima, c'est la conversion des licences légendaires en pachinko, ces machines de jeux d'argent japonaises. On a vu débarquer Silent Hill Escape dans les salles enfumées. Ça pique un peu pour les fans historiques. Et puis, il y a eu le fameux Metal Gear Survive en 2018. Ils ont pris un jeu d'espionnage tactique et ils en ont fait un jeu de survie avec des zombies. Avec des microtransactions pour acheter des emplacements de sauvegarde en plus. C'est scandaleux. Les ventes ont été catastrophiques, à peine 103 000 unités la première semaine dans le monde entier. Et le détail génial de l'enquête, c'est que les développeurs y ont caché un message secret. Dans le jeu, on peut trouver un texte qui dit KJP Forever, comme Kojima Productions Forever, un soutien de la part de l'équipe restée chez Konami. C'est fou d'en arriver à cacher des messages de détresse dans son propre jeu.
Mais Konami n'a pas coulé pour autant. Le dossier Block News détaille leur arc de rédemption financier entre 2022 et 2025. Ils ont changé de stratégie. Ils ont commencé à sous-traiter, c'est ça? Tout à fait. Ils ont sous-traité des remakes. Le studio Bluebird Team a fait Silent Hill 2, qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires fin 2024, et Virtuose s'est chargé de Metal Gear Solid Delta, sorti en août 2025. Et financièrement, cette stratégie a payé. Et énormément. En 2025, ils affichent plus 17% de revenus et leurs profits ont bondi de 26%. Le divertissement numérique représente 74% de leur chiffre d'affaires. Donc le recyclage est extrêmement rentable. C'est exactement ça. Ça me fait penser à un groupe de rock mythique, tu vois. Un groupe qui ne produirait plus aucune nouvelle chanson, qui n'aurait plus d'inspiration, mais qui se contenterait de faire des tournées de best-of chantées par des hologrammes. L'argent rentre, mais l'âme n'y est plus. C'est une super métaphore. Konami gagne de l'argent, oui. Mais l'entreprise a perdu sa capacité à inventer l'avenir de l'industrie. D'ailleurs, Kojima n'est pas le seul à être parti. D'autres grands créateurs, comme Koji Igarashi pour Castlevania ou les membres de la Team Silent, ont tous fui le navire. Et pendant ce temps-là, l'ancien chanteur solo, Hideo Kojima, remplit des stades avec de la nouveauté pure. Dès sa sortie de Konami en décembre 2015, il fonde son propre studio indépendant, Kojima Productions. Avec le soutien massif de Sony, d'ailleurs. Oui, Sony lui donne carte blanche. En 2016, il reçoit l'Industry Icon Award. Et puis il y a le succès massif de Death Stranding, le premier, puis Death Stranding 2 On the Beach, sorti en juin 2025 sur PS5 et en mars 2026 sur PC. Les chiffres de ce deuxième opus sont impressionnants, d'ailleurs. 2 millions de ventes et 110 millions de dollars de revenus générés uniquement sur la console de Sony. C'est un succès indéniable pour un jeu aussi atypique. D'ailleurs, quand on lui a demandé en 2025 s'il comptait jouer à Metal Gear Solid Delta, le remake de Konami, il a juste souri avec amertume en refusant publiquement. On sent que la blessure est toujours là, même 10 ans plus tard. Ce qui nous amène à l'heure du bilan. Et malgré les excellents chiffres d'affaires des deux côtés en cette année 2026, cette séparation reste unique. L'enquête montre bien qu'elle n'a produit aucun vainqueur absolu. C'est vraiment un divorce où tout le monde a perdu quelque chose d'essentiel. Faisons le bilan des pertes, justement. Konami a gardé les licences, les droits légaux, mais a totalement perdu l'étincelle créative. Et de l'autre côté, Kojima a gagné son indépendance financière et créative, mais il a perdu ses enfants, ses créations. Il ne pourra plus jamais écrire pour Solid Snake, tout l'univers de Metal Gear lui échappe, et le potentiel horrifique de Silent Hills est mort avec la brouille. Et la plus grande victime dans tout ça, c'est le public. L'audience a perdu un futur qui aurait pu exister. On n'aura jamais de Metal Gear Solid 6 par Kojima. On n'aura jamais le vrai jeu d'horreur né de la collaboration avec Guillermo del Toro. Le rapport de Block News conclut d'ailleurs là-dessus. Sacrifier la vision à long terme pour l'efficacité financière à court terme, ça permet de survivre, mais l'entreprise perd toute sa nécessité culturelle. Elle ne dicte plus l'ère du temps. Et ça laisse une réflexion finale assez provocatrice, surtout quand on observe le succès colossal des remakes sous-traités par Konami récemment. Il est naturel de se demander si une méga-corporation peut générer des profits records en 2026 simplement en recyclant ses chefs-d'œuvre du passé à moindre coût. Est-ce que l'industrie du futur a encore besoin d'auteurs visionnaires? C'est la grande question. Ou bien est-ce que ce statut de créateur génial et rebelle est devenu un luxe que le monde moderne de l'entreprise refusera tout simplement de financer à l'avenir? On continuera d'observer ça de très près, car la réponse façonnera les jeux de demain. Merci de m'avoir accompagné pour décortiquer cette affaire fascinante. Avec grand plaisir, c'était une analyse vraiment passionnante.